Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence ce journal avec un témoignage très fort à l'occasion du mois international de sensibilisation aux tumeurs cérébrales. Oui, c'est la deuxième édition de Mai en gris. Alors ça sonne étrange, ce joli mois de mai habillé en gris. Et c'est l'objectif d'interpeller pour sensibiliser à ces tumeurs cérébrales méconnues, mal comprises et dont finalement on parle très peu. Pourtant, chaque année, elle touche 6 000 Français. C'est la première cause de mortalité par cancer chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes jusqu'à 35 ans. Et pour en parler, nous recevons Pauline Crucis. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes ambassadrice de l'Institut du cerveau, car votre mari, Jean-Charles, est décédé à l'âge de 39 ans d'un cancer du cerveau. Son cancer a été diagnostiqué le 23 janvier 2024. Quels ont été les premiers signes qui vous ont poussé à consulter ? Les premiers signes étaient assez anodins. Jean-Charles, au moment d'écrire ses cartes de vœux à ses clients, avait la main qui était un peu engourdie. Et moi, je l'avais un peu rassurée en disant « bah oui, on est tous sur l'ordi, on n'a plus l'habitude d'écrire de nombreuses cartes de vœux ». Et puis, je sais pas, parfois on a un peu un instinct. Et lui qui n'allait jamais chez le médecin, il y est allé, il a fait une IRM du cerveau, à laquelle je ne l'avais pas accompagné, parce qu'on ne peut pas imaginer le pire quand on est si jeune. Et c'est là qu'on lui a diagnostiqué une petite lésion au cerveau. On ne savait même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et c'était une tumeur cérébrale. Et il a été pris en charge, on imagine, très rapidement. C'était quoi les traitements qui lui ont été proposés ? Alors en fait, justement, c'est là où c'est pas si simple. Il y a eu une zone d'ombre pendant plusieurs jours. On a eu une décision à prendre sur aller vers une chirurgie ou pas. Le cerveau, c'est pas comme le sein ou l'intestin, etc. On peut pas enlever ce qu'on veut n'importe où. Et on ne peut pas enlever beaucoup. Ça commande toutes nos fonctions cognitives, motrices, etc. Et JC, sa tumeur, elle était vraiment pas loin de la zone du langage et puis toute la motricité du côté droit. Et au moment où il a eu le diagnostic, le chirurgien nous disait 50-50. Donc il a simplement fait une biopsie. C'est-à-dire qu'il allait prendre un petit bout de la tumeur pour pouvoir l'analyser. Et ensuite, JC a eu les autres traitements qu'on propose dans ces maladies, c'est-à-dire 33 séances de radiothérapie tous les matins à l'hôpital avec des rayons au cerveau et ensuite une chimiothérapie. Il a finalement pu être opéré entre la radiothérapie et la chimiothérapie parce qu'il y a eu une complication qui a rendu la tumeur plus accessible. Et là, c'est une chirurgie en conditions éveillées, c'est-à-dire que pendant la chirurgie, on réveille le patient pour lui faire des tests neuropsychologiques pour voir justement jusqu'où le chirurgien peut aller et sans trop abîmer le patient, sans ensuite faire plus de mal que de bien. Donc il a eu radiothérapie, chirurgie en conditions éveillées et une double chimiothérapie pendant 9 mois. Et ça a été efficace. Les médecins vous parlent de rémission au bout de quelques temps. Tout à fait. Le 27 mars 2025, on nous a dit qu'il n'y avait plus de cancer. Il y avait encore de la tumeur, parce que comme je vous le disais, on ne peut pas tout enlever. On ne peut pas enlever autour, on ne peut pas couper plus grand, quoi. Mais il n'y avait plus de cancer. Donc la tumeur, ce qui restait, était considéré comme bénin. Et on a eu 5 semaines. 5 semaines où on a cru que notre vie reprenait. Et le 13 mai 2025, on a eu un diagnostic de rechute qui était en fait quasi immédiate, c'est-à-dire qu'il y avait des cellules sans doute dormantes qu'on ne voyait pas aux images, qui ont proliféré, qui sont devenues beaucoup plus agressives et qui sont allées, elles se sont déplacées, elles sont allées dans une autre zone beaucoup plus profonde, dans le tronc cérébral. Et là, il y en avait partout. Est-ce que les médecins vous avez préparé à cette éventualité ? Parce qu'on sait que rémission ne veut pas dire guérison, mais quand vous avez cette phase presque de lune de miel où on se dit on a peut-être un espoir, est-ce qu'on vous avait dit mais attention, ça peut revenir très vite et parfois plus fort ? Non, parce qu'il n'y croyait pas. Dans le cas de mon mari spécifiquement, qui n'avait pas un glioblastome, c'est-à-dire la forme la plus grave et la plus fréquente des tumeurs cérébrales, JC, il avait un astrocytome, blablabla, on s'en fiche. Il avait une forme intermédiaire. Il avait bien répondu à tous les traitements. Vous, c'est votre métier, vous savez, mais j'ai l'impression que la médecine, c'est plus un truc de probabilité, de statistique, finalement. De manière statistique, JC, il cochait les bonnes cases et il pensait, les médecins, qu'on avait 10, 15, 20 ans devant nous. Moi, j'avais même fait un rendez-vous toute seule après l'annonce de la rémission avec son neuro-oncologue, en lui demandant, justement, concrètement, c'est quoi le risque de rechute, il est où, il est proche, il est loin, etc. Il m'a dit, il y a des chiffres, mais on croit vraiment que JC, ça va aller. Reprenez votre vie, reprenez vos projets. Jean-Charles a raison. Moi, à ce moment-là, mon mari, il me demandait de faire un deuxième enfant. Donc, on se projetait dans l'année de se lancer
pour avoir un deuxième bébé. Et cette rechute, elle a été fulgurante. Vous comparez cette situation à un dragon, la maladie à un dragon à ce moment-là. En fait, on n'imagine pas. Moi, je connaissais plein de cancers, soit parce qu'il y en a eu dans ma famille ou parce qu'on en entend parler. Le cancer du cerveau, on n'imagine pas ce que c'est. C'est horrible. Au fur et à mesure, JC, donc il a perdu l'usage de son côté droit. Donc il brinque-ballait, imaginez, avec un côté droit qui ne répond plus. Comment vous faites pour marcher? Ensuite, c'était le côté gauche. Au fur et à mesure, il a perdu son langage, sa lucidité. Il n'arrivait plus à s'exprimer. Il a fini sa vie tétraplégique, avec une perte de mémoire à court terme, en ne se souvenant plus de où il était, de exactement ce qui se passait. Et puis il a fini vraiment les tout derniers jours dans le coma. C'est une fin de vie où tout le cerveau, petit à petit, ne répond plus à rien. Il est pris par le cancer, pris par les mauvaises cellules. Et donc, il commande tout. Donc, il commande les organes, il commande les membres, il commande l'intellect, il commande même la personnalité. Moi, ça n'a pas été le cas, mais je sais que pour certains patients, ils deviennent même agressifs parce que ça attaque aussi ces zones-là, quoi. On imagine que c'est éprouvant pour vous de revenir sur cette histoire et pourtant, vous parlez. Pourquoi vous avez besoin de porter cette parole, de porter votre témoignage aujourd'hui sur ce plateau et sur d'autres? Alors déjà, de manière pas du tout altruiste, parce que ça me fait du bien de parler de mon mari et de me dire que même des gens qui ne l'ont pas connu le connaîtront. Et aussi parce que je lui avais promis qu'il verrait sa petite fille grandir. Je n'ai pas tenu cette promesse. Je veux au moins pouvoir dire à ma petite fille, je te promets que maman avait tout fait pour. Elle avait tout fait pour qu'il y ait des solutions. J'ai juste pas eu le temps. Vous êtes également ambassadrice de l'Institut du cerveau. L'idée, c'est aussi, même si ce n'est pas votre sujet aujourd'hui dans votre vie, finalement, c'est aussi de faire avancer la recherche, de dire que les médecins et les chercheurs ont besoin de nous tous pour faire avancer la recherche. Tout à fait. Il y a aussi un sujet, c'est que moi, mon mari, à la fin de sa vie, il n'aimait plus les médecins parce qu'ils ne lui ont pas donné de solution pour se battre. Et c'était un battant, JC, c'était un compétiteur, il lâchait rien. Et il n'a rien lâché pendant 18 mois. Il ne voulait pas partir, il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas que cette maladie de merde gagne. Et les médecins, ils n'avaient plus de solution à lui proposer. Depuis 30 ans, il y a 2 chimios, c'est les mêmes, ça n'a pas évolué. C'est une des seules maladies où il n'y a pas d'évolution thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recherche, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on n'en parle pas et qu'on ne finance pas ça. Donc on donne. On donne. Il faut donner, exactement. Et contrairement à d'autres maladies sur lesquelles on peut faire du préventif, du dépistage, etc., le cancer du cerveau, le problème, c'est qu'il n'y a pas de facteur de risque connu. Ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, ça touche des enfants, des adolescents. Et donc, on ne peut pas faire l'amont. Il faut soigner, il faut du curatif. Et c'est là où on a besoin d'argent pour la recherche, pour trouver des nouvelles solutions thérapeutiques. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour votre combat. Et merci de nous l'avoir fait rencontrer à travers vous. Merci. Merci beaucoup.